j'ai un parcours tout à fait parallèle à celui de Zemmour, puisque dans les mêmes années, au Figaro Magazine, Valeurs actuelles, Spectacle du Monde, dans les mêmes idées, sauf que justement, mes idées à moi étaient assez orientées contre l'abâtardissement de nos cultures européennes par la pâtée américaine. C'est-à-dire qu'il y a eu deux éditeurs. Le premier, avant de m'adresser au deuxième éditeur, celui qui a pas imprimé, mais qui a composé le livre et sa couverture, et qui finalement, après m'avoir payé un avaloir, a dit non, finalement, je ne le fais pas. Ça, c'était juste avant les élections. Celui-là, c'est le deuxième éditeur, celui qui s'apprêtait à le faire. Mais il y en a un qui ne l'a pas fait du tout, qui n'a même pas voulu lire le manuscrit. C'est Albin Michel. C'est-à-dire que je l'ai proposé d'abord à Fayard, qui était mon éditeur naturel, à Flammarion, qui était mes éditeurs. J'ai pas eu un grand succès avec ce projet parce que je parlais un peu du système éditorial. Il n'aime pas ça. Je me disais qu'Albin, avec le précédent Zemmour, allait trouver que finalement mon livre était dans la même veine et pas du tout iconoclaste. Et en fait, j'ai touché visiblement dans ce livre un tabou qui s'impose à Albin aussi, c'est une certaine sévérité à l'égard des valeurs américaines infligées à l'Europe, imposées à l'Europe depuis trop d'années. Cette influence américaine permanente, je m'en suis fait l'écho dans le Figaro très longtemps, dans les années 90, en même temps que Zemmour, c'est-à-dire lui ne le faisait pas, moi je le faisais, dans les mêmes colonnes que Zemmour, la page 2 du Figaro, et pendant les mêmes années. En fait, visiblement, j'ai été puni pour m'être trop occupé de l'influence américaine en Europe, alors que Zemmour n'a pas trop touché à ce thème-là. C'est probablement pas la seule raison pour laquelle nous avons un traitement public différent. Je pense que la télévision a joué énormément là-dedans. Vous savez, l'injustice de l'image dont Zemmour bénéficie, j'en souffre un peu, puisque évidemment, n'ayant pas eu le côté récurrent de l'émission hebdomadaire qu'il a eu pendant des années, j'ai pas la même faveur dans le public. Je pense qu'une grande partie de la faveur dont jouissent les essayistes aujourd'hui provient de leur présence à la télévision. À partir du moment où la télévision vous invite peu ou pas, les gens ne vous reconnaissent plus dans les foires du livre, par exemple, et donc vous voyez très bien à quel point la notoriété, les chiffres de vente, la faveur de votre propre éditeur dépend étroitement de la présence que vous avez à la télévision. Hélas. Alors, dans les années 90, en 92 exactement, je fais un voyage, pour résumer un peu cette attitude à l'égard de l'Amérique, je fais un voyage en Hongrie, long, 4-5 mois, d'hiver, avec mon grand chien, ma voiture, c'était un peu rude, le mur venait de s'ouvrir, et je m'aperçois, et j'écris tout de suite un livre pour Robert Laffont qui dit à un ami hongrois, un peu théorique, faites attention, les Américains vous tombent dessus, ils sont déjà en train de le faire, ils ne vous veulent aucun bien, ils ne veulent aucun bien à l'Europe des supermarchés, ce qu'ils veulent, c'est vous voler votre âme. Et un jour ou l'autre, les Hongrois vont se réveiller en disant on est en train de nous voler notre âme, nous allons réagir. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, sauf que ce livre, je l'ai écrit en 93. Pour un éditeur assez commercial à l'époque, qui s'appelait Robert Laffont, et avec à l'époque aussi un statut de chroniqueur au Figaro assez avéré. C'est-à-dire j'étais éditorialiste à mes moments plus qu'à mes moments perdus, au moins 3 fois par mois environ, en même temps que Zemmour. Or, il se trouve que la thèse qui était celle de mon livre, c'est-à-dire les Américains sont en train de manger l'Europe de l'Est, parce que leur nature c'est de manger en fait, et de faire manger, c'est l'Europe des mangeoires, j'appelais ça l'Europe des mangeoires. Eh bien, cette thèse a été très impopulaire au Figaro tout de suite, et dans la presse française. Il n'y a que The European, qui est un quotidien anglais, qui en a fait une double page. Mais j'ai eu très peu d'écho dans la presse française. Le seul qui en ait parlé dans le Figaro s'appelle Manuel Carcassonne. C'est le fils d'un ancien ministre de Mitterrand, d'après mon souvenir, ou un ancien porte-parole de l'Élysée, quelque chose de ce genre, ou un professeur de droit, enfin bref, plutôt du côté socialiste. Et ce Manuel Carcassonne s'est moqué ouvertement de ma thèse en titrant dans le Figaro littéraire « C'est la faute aux Américains », selon Combaz. Et donc, il tournait en dérision ma thèse. On voyait bien qu'il était un peu la voix de son maître, et ça se confirme puisqu'il est directeur littéraire des éditions Grasset désormais.
Il y a donc une espèce de logique du réseau. Alors tout ça a commencé par une carrière à l'ancienne, c'est-à-dire que j'imaginais à l'ancienne une carrière littéraire de jeune écrivain plutôt fait pour ça, c'est-à-dire élevé dans les écoles classiques, c'était important à l'époque. J'avais quand même tout ce background, les écoles chrétiennes, Mauriac, une certaine culture. J'ai fait Hippocagne comme Macron, Sciences Po, etc. Et puis donc j'ai bifurqué vers la carrière des lettres, parce qu'à l'époque, c'en était une. C'est-à-dire, il y avait une espèce de cathédrale des lettres françaises qui était, dont l'entrée, le porche était gardé par Bernard Pivot. Et quand vous étiez un jeune auteur et que vous aviez le bonheur d'être reçu par Bernard Pivot à 24 ans, vous étiez une vedette nationale le lendemain. Ce qui est plus le cas du tout aujourd'hui, parce que les lettres françaises ne sont plus une famille. Alors, j'ai bénéficié de cet appel d'air, mais qui était basé, malheureusement, sur un malentendu. C'est que je passais à l'époque pour un analyste des mœurs de la haute bourgeoisie, de l'aristocratie, dans mes premiers livres, comme si j'étais une espèce d'iconoclaste socialisant qui détestait ce monde-là, qui était sévère avec lui. En fait, ils ont mis aux éditions du Seuil, qui était mon premier éditeur, 10 ans à s'apercevoir qu'en fait j'aspirais à admirer mes grands aînés, les valeurs de sagesse, de spiritualité du monde ancien, et à devenir une sorte de témoin de tout ça pour les générations futures, qui n'était pas du tout l'esprit des années Mitterrand, car j'ai eu le malheur d'avoir 24 ans sous les années Mitterrand. Donc à ce moment-là, j'étais un jeune auteur prétendument iconoclaste sous Mitterrand, qui en fait s'est révélé comme une sorte de conservateur. Donc évidemment, ça a été le début du refermement. Le milieu s'est raidi à mon sujet, non pas pour des raisons littéraires, puisque j'avais la même plume qu'avant et qui était convenable, mais pour des raisons de sensibilité personnelle qui étaient absolument incompatibles avec la France branchée de François Mitterrand, avec ses sbires, avec Jacques Lang, avec cette espèce de délitement moral permanent, ce que j'appelle la France des bronzés. Et je suis devenu de plus en plus raide à son sujet dans mes essais, car j'en ai écrit. Dans le Figaro, j'écrivais des chroniques qui correspondaient à ces livres, qui étaient des chroniques perçues comme de plus en plus conservatrices. D'ailleurs, j'ai un parcours tout à fait parallèle à celui de Zemmour, puisque dans les mêmes années, au Figaro Magazine, Valeurs Actuelles, Spectacle du Monde, dans les mêmes idées, sauf que justement, mes idées à moi étaient assez orientées contre l'abâtardissement de nos cultures européennes par la pâtée américaine. Alors c'est un monde en plus que je connais bien, puisque j'ai connu une période parallèle de vie aux États-Unis, en fait, parce que j'étais à la fois un jeune auteur qui avait de quoi vivre, et donc écrire ses livres en Californie c'était mieux, donc je l'ai fait. J'étais un journaliste au Figaro qui n'était pas seulement éditorialiste, mais également je faisais des enquêtes, donc je pouvais me permettre d'aller à New York pendant 15 jours, d'autant plus que j'avais des amis, donc je faisais parfois des papiers dans l'Express ou dans le Figaro à ce sujet, donc c'est un monde que je connais bien. Et plus je l'ai connu, mieux je l'ai connu, parce qu'au début je le désirais comme tous les jeunes Français de l'époque, et plus je l'ai détesté au fond, car ces gens n'avaient aucune amitié réelle pour nous. J'avais beau être un young French writer, j'étais quand même une sorte de bas de gamme dans leur monde à eux. C'était un jour, si tu réussis, tu viendras écrire des histoires à Hollywood. Et donc, si j'avais le malheur de dire que pour moi c'était justement le signe que j'avais pas réussi, c'était mal vu, quoi, évidemment. Voilà, je suis revenu en France vers la fin des années 90, donc 94-95, avec un début de désir d'aller à l'Est, puisque je l'ai réalisé, ce désir. Je suis allé en Hongrie. J'ai d'ailleurs mélangé bizarrement les deux mondes, parce qu'en Hongrie, j'ai réintroduit en Hongrie un émigré hongrois qui vivait à New York et je connaissais à New York, qui était marchand d'art assez important, et que j'ai obligé en quelque sorte à revenir dans son pays d'enfance dans les années 93-94. Et donc j'ai mélangé ce monde new-yorkais avec le retour à la mère patrie, à la mère patrie Europe en quelque sorte, et la Hongrie était vraiment le centre de l'Europe. Ça, je l'ai perçu complètement, et ça se vérifie en ce moment, le centre des valeurs européennes, c'est-à-dire
c'était quand même une espèce de parabole. La Hongrie a résisté à l'islam enfin pas résisté, a cédé à l'islam pendant un siècle et l'a chassé au bout d'un siècle. Et il n'y a pas si longtemps, au XVIIe. Donc il y avait déjà un aspect géostratégique tout à fait important. C'était quand même un pays où ils ont refusé l'établissement de mosquées pour rétablir des églises. Il y avait un côté reconquête. Donc ça m'intéressait beaucoup pour cette raison. Et puis je leur ai, dans ce petit livre que j'ai écrit, je leur ai promis qu'ils auraient à se reconquérir eux-mêmes contre l'Amérique, car c'était aussi un défi. Que les McDo qui envahissaient absolument tout le paysage urbain partout en Hongrie, un jour ou l'autre les lasseraient. Et qu'ils n'avaient pas fabriqué un pays en 2000 ans pour le voir finir en une quinzaine d'années. Voilà, donc c'est tout ce que je racontais à l'époque et qui était marqué quand même par une grande résistance à l'égard de l'influence américaine en Europe qui me semblait déjà en 92-93, ça vous avez qu'à vous procurer le livre sur Amazon en numérique, je veux dire, qui vaut pas grand-chose, 4 €, et vous pourrez voir qu'en 92-93, je disais exactement ce qui allait se passer chez Orban, exactement. Je racontais qu'il y aurait raidissement dans telle et telle condition, etc. Voilà, on y est. Je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a d'abord une perte des élites, une perte plus exactement du magistère des élites, à laquelle j'étais très, très sensible parce que j'étais vraiment admirateur de mes aînés et désireux de d'en être digne. Or, dès que j'ai débarqué dans la profession, les professions, que ce soit le journalisme ou la littérature, je me suis aperçu qu'en fait, les gens que je prenais pour dignes étaient en train de se laisser culbuter par la modernité. C'est-à-dire qu'il s'agisse de François Novossier à l'époque, de tous ces grands pontes, là il était président du Goncourt, enfin tous ces gens en fait n'avaient plus de dignité. Ils se laissaient culbuter par la France des bronzés. Donc ça m'a beaucoup gêné évidemment. J'étais parti pour entrer dans la légende et il n'y avait plus de légende. Donc gros problème. L'autre problème, c'est que les lettres françaises étaient encore une famille, comme je le disais, avec apostrophe, une grand-messe, etc. Et puis, à partir de mes 25-30 ans, la famille a cessé d'exister parce qu'elle s'est ouverte au monde, comme le fait la société maintenant, c'est-à-dire l'ouverture, le tiers-monde. Dans les romans, il n'y avait que des petites jeunes filles qui rentraient de La Fontaine dans leur bidonville en Amérique latine et partout. Et le livre obligatoire, c'était celui-là. L'Amérique latine, les barrios, la Révolution, ou bien l'Asie, la pauvreté, etc. Si vous écriviez une histoire de curé ou d'apprenti curé dans le Loir-et-Cher, vous n'aviez aucune chance, 1, d'être publié, et 2, d'être commenté par la presse. Donc là, évidemment, c'était un gros handicap, parce que moi, je venais d'un monde qui était justement celui-là, et que je sache, l'humanité que l'on trouve dans le Loir-et-Cher, parmi les apprentis prêtres ou les apprentis bouchers ou qui que ce soit, mais en tout cas, dans un monde qui est le nôtre, c'est la même humanité que dans les barrios. Je vois pas en quoi le fait d'habiter à Cuba est un plus romanesque. Écoutez, je peux parler de Pierre Berger parce que il fait partie de ces gens qui ont en quelque sorte structuré la France de Mitterrand. D'abord sur le plan rédactionnel, parce qu'on le mesure pas assez, mais les couturiers à l'époque se mêlaient de littérature, qu'il s'agisse de Pierre Berger ou de Sonia Rykiel, c'est des gens qui nous entravaient littéralement. C'est-à-dire, nous qui étions dans la littérature, ces gens-là mélanger le monde du chiffon, de la mode, à ce qu'il fallait avoir lu, à ce qu'il fallait promouvoir. Sonia Rykiel mettait les livres Gallimard dans sa vitrine, ou Grasse c'est plutôt dans sa vitrine, qui était son voisin d'ailleurs. Et Pierre Berger avait une revue financée, une revue, puis plusieurs. D'abord L'Égoïste, qui était une espèce d'énorme revue de luxe des années Mitterrand, qui existe toujours, je crois, mais c'était un grand format. Puis il y avait également Marianne, dont on a oublié qu'il était parmi les premiers bailleurs de fonds, sponsors de Marianne. On nous dit Marianne indépendant, pas du tout. Vous avez vu l'ours des promoteurs de Marianne lors de sa création, c'est la gauche mitterrandienne la plus pure. Alors, ce qui m'a gêné, évidemment, c'est que dans les années qui ont suivi, cette gauche mitterrandienne la plus pure, celle de Marianne, celle de l'événement du jeudi, s'est mélangée au Figaro. C'est-à-dire que l'un des grands malentendus, ou l'une des grandes escroqueries, au fond, dont j'ai été victime, mais pas seulement moi, le lectorat aussi, c'est que dans les années qui ont suivi Robert Hersan, le Figaro est devenu un journal libéral, plus ou moins gauchisant, enfin plus ou moins libéraux-gauchisant, comme les autres.
C'est-à-dire que vous aviez un rédacteur en chef idée, par exemple, qui est toujours à Marianne d'ailleurs, qui est passé par l'événement du jeudi. Enfin, il y avait un mélange des genres absolument insupportable. Dans les soirées littéraires du Figaro, ce qu'on appelait la foire du livre, qui se passait sous les colonnes de l'opéra, puis ensuite à la mairie de Paris, il y avait des grands salons. La plupart des jeunes huiles du Figaro étaient en veste de jean. Vous voyez, parmi les académiciens en cravate, vous aviez cette jeune garde qui annonçait clairement son appartenance au monde de Saint-Germain-des-Prés et de la France des bronzés. Voilà. Tout en nous donnant des leçons sur Bernanos, etc. Donc, en fait, il s'agissait pour eux d'appartenir à tous les milieux en même temps. C'est-à-dire, le milieu de la France traditionnelle, qui les repoussait, puisque la France traditionnelle, c'était plutôt Valeurs Actuelles, où j'ai fini d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, quand le Figaro est devenu trop ce qu'il voulait être, c'est-à-dire avant tout une vitrine pour des annonceurs, il a chassé des gens comme moi, ceux qui étaient un peu trop... j'étais même pas idéologue d'ailleurs, j'avais une sensibilité de droite évidemment, mais elle était devenue indésirable parce qu'après le Figaro Magazine, il voulait se refaire une santé, après les années Powell, il voulait se refaire une santé, et du coup les gens comme moi, qui avaient une phrase convenable, et qui avaient un peu lu, et qui aimaient bien le monde ancien, le monde du 19e, ont été évacués au bénéfice du monde de la basket, quoi. La littérature basket, celle de Jean-Marc Roberts, celle de François-Marie Bagné, enfin, de cette littérature qui hésite entre l'Amérique, entre la Californie, entre les New-Yorkais branchés et la modernité d'une Virginie Despentes, ou bien celle d'un Houellebecq. En gros, ce basculement a duré 10 ans, grosso modo, de 95 à 2005. Et vous avez l'irruption, le terme de ce basculement, c'est Houellebecq qui introduit la littérature Gainsbourg. C'est-à-dire, en fait, c'est une littérature qui fait mention des grands aînés pour dire « je ne leur arrive pas à la cheville, mais je vais essayer quand même ». Et donc, il y a une espèce de discours intérieur que Houellebecq pratique très bien et qui plaît beaucoup à la jeunesse d'aujourd'hui, mais qui n'a absolument plus rien à voir avec la littérature d'autrefois. En tout cas, la littérature où il y avait une forme et un fond qui étaient concomitants, qui s'épousaient très bien. Chez Houellebecq, il n'y a pas d'épousailles, c'est une espèce c'est un blog, quoi. Mais c'est un blog intelligent. Ce que je veux dire, il y a ce côté à la fois iconoclaste et iconophile. C'est-à-dire qu'il passait son temps comme Gainsbourg sur les plateaux à dire Chopin, c'est merveilleux, Chopin, personne n'égalera jamais Chopin. Et donc il engueulait toutes les petites chanteuses en disant il y a que Chopin. Je lui arrive pas à la cheville, etc. Et en même temps, dans la phrase d'après, il disait qu'il était le génie de la musique française du moment. Donc il y a cette ambiguïté, il y a le fait que c'était un personnage pas soigné physiquement, là c'est un peu pareil, on a le même schéma psychologique. La chose, je ne me prends pas pour une vedette, la preuve, je suis habillé n'importe comment, mais en fait j'en suis quand même une. Vous voyez, donc cette Gainsbourisation de la littérature, alors, Houellebecq la personnifie, même donc physiquement. Mais vous avez également des gens comme Emmanuel Carrère, ils sont pas les seuls, même Nab, ils trafiquent avec eux-mêmes, c'est comment dire, c'est comme des gens sur un divan, ils se racontent leur histoire, des histoires, un peu en public, un peu en privé, mais c'est toujours sur le même ton, qui est le ton du narcissisme acceptable. Le narcissisme acceptable consiste à dire, alors je suis vraiment nul, j'ai vraiment été nul sur ce coup-là, je me déçois, je veux pas savoir aborder cette fille, ou bien, bon, j'ai pas su lui faire l'amour. Enfin, il y a plein de choses de ce genre. On reconnaît, les mêmes ingrédients sont à l'œuvre. C'est qu'en gros, on a droit de ne parler que de soi, à partir du moment où on en parle en mal. Mais ça reste du narcissisme. Je veux dire, c'est pas parce qu'on dit j'ai été nul qu'on ne parle pas que de soi tout le temps. Ce que faisait Jean-Marc Roberts, ce que fait donc Nab, ce que fait Houellebecq, ce que fait Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère raconte sur 400 pages l'histoire de Jésus, il raconte aussi beaucoup sa propre histoire à propos de Jésus. C'est un peu fatigant quand même à force. Oui, on sent le piège parce que c'était un piège. C'est-à-dire que vous téléphonez un peu inquiet quand même parce qu'on vous dit ah oui c'est une très grande émission, parce que votre éditeur évidemment vous oblige à y aller. Il n'est pas question de dire. Du coup vous téléphonez un peu pour savoir il y aura qui. On vous dit il y aura Kersozon. Oh, bon c'est bien. Et puis alors vous demandez à votre attaché de presse il y aura personne d'autre. Non apparemment. Bon alors jusque 2 jours avant il y avait Kersozon et puis je ne sais quel cinéaste
que je ne connaissais même pas. Donc, évidemment, vous vous méfiez pas. Et puis, quand vous arrivez, d'abord, vous arrivez à 3 heures de l'après-midi. Et alors que l'émission, ils ont commencé à l'enregistrer à 13h30. Alors, Christian Combaz, votre thèse, c'est que 68 a tué le père, hein, tué le curé, le flic, le moniteur, l'entraîneur. C'est la fin de l'autorité. Et depuis 30 ans, on va vers l'anarchie. Anarchie qui suscite, comme toutes les anarchies, dites-vous, un désir d'ordre, voire de dictature. Voilà. C'est pas tout à fait ma thèse, c'est la moitié de ma thèse. Donc vous débarquez dans une espèce de pièce de théâtre qui a déjà commencé sans vous, mais vous ne connaissez pas le début. Et comme c'est un plateau, ils enregistrent longtemps, ils font des cuts, etc. La chose qui s'est produite, c'est que en passant dans le couloir, vous voyez Joe Star sur la porte. Puis vous voyez aussi un Romain Goupil. Vous dites, tiens, c'est bizarre, je n'ai pas vu qu'ils avaient quelque chose à vendre en ce moment. Et non, ils n'avaient rien à vendre, ils sont là juste pour vous dégommer. Et on les a invités la veille. Alors donc déjà, les dés sont très pipés. Donc vous débarquez à 3h30 de l'après-midi sur un tournage qui dure déjà depuis 1 heure ou 2. Ils ont fait des plaisanteries entre eux, ils sont bien chauffés. Vous débarquez tout frais. On vous annonce avec et puis donc ils font des allusions à ce dont ils ont plaisanté avant votre arrivée, en permanence. Donc ils vous marginalisent dès votre arrivée, puisqu'ils riaient déjà entre eux, et probablement même à votre sujet, au sujet de votre prochaine arrivée. Moi qui ai été éduquée sans autorité, j'ai l'impression qu'au moins mes parents m'ont permis de décider moi-même de ce qui était bien et ce qui était mal. Donc je n'ai pas eu besoin d'autorité ni de figure autoritaire à la maison qui me mettait des coups dans la gueule pour me faire comprendre que ça c'était pas bien. Moi je dirais que c'était plutôt... non, je dirais plutôt que c'est finalement c'est un dingue ton pote. C'est dangereux. Je te promets. Moi je le trouve... Enfin écoutez... Qu'est-ce que t'en penses? Mais dis-moi ce que t'en penses. De la merde. Non mais de la merde, franchement, là, sur les derniers propos, de la merde, franchement. Alors là, évidemment, ils vous malmènent sur le plateau, mais ça, on peut le voir sur Internet. Et après, quand vous quittez le plateau, par exemple, Clotilde Courreau, à qui vous faisiez allusion, qui était ma voisine, je quitte mon tabouret, vous savez, en me déhanchant, je me retourne vers elle pour lui tendre la main. Elle se détourne et me dit, je ne serre pas la main. Vraiment, l'idiote. J'en ai même parlé dans Valeurs Actuelles, et que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, Valeurs Actuelles me l'a reproché. Il a publié la chronique, où je racontais cet épisode, et ils m'ont reproché d'avoir été sévère avec Madame Courreau. Alors, tout ça pour dire que après, il y a non seulement une punition en amont, puisque vous ne savez pas de quoi ils ont parlé avant que vous arriviez, mais vous partez avant que l'émission ne se termine, et ils coupent après... Sur le contenu de l'émission, si vous avez été trop bon, trop drôle, trop je ne sais quoi, il y a des invités qui doivent paraître à leur avantage, et si vous les malmenez par vos questions, tout le bloc saute. Vos questions, leurs réponses, etc. Donc les rares passages où j'étais un petit peu mordant là-dedans ont sauté au montage. Donc c'est une opération d'escroquerie de A à Z, quoi. Donc beaucoup s'en sont plaints, moi pas sur le moment, parce qu'évidemment là aussi vous avez une chape de plomb qui s'abat sur vous. Votre éditeur vous dit surtout n'en parlez pas. Donc en gros vous êtes malmené, vous pouvez pas vous plaindre sur le moment, vous pouvez pas vous plaindre après. Si vos ventes sont médiocres, vous ne le devez qu'à vous-même, alors qu'en fait c'est entièrement monté. C'est absurde, et je pense que d'ailleurs c'est moribond. Ce système commence à irriter beaucoup de gens. Vous en avez le successeur absolu qui a été formé par lui d'ailleurs, c'est Ruquier. Ruquier pratique exactement la même méthode. Et Ruquier en plus avec des partis pris éditoriaux très louches. Il y a eu un moment quand même où vous aviez dans la même émission l'année dernière, il y a 2 ans, vous aviez dans la même émission de Ruquier, Yann Moix, salarié par Grasset, qui interrogeait un auteur Grasset, je sais plus lequel, qui avait écrit sur François Hollande, un livre assez sévère sur François Hollande, j'ai oublié qui. Et dans la même émission encore, Yann Moix interrogeait un autre auteur Grasset qui était Emmanuel Valls, et qui était la vedette de... Ça fait quand même beaucoup d'auteurs Grasset dans la même émission. D'abord, il faut savoir que ce livre avait été refusé sur manuscrit par mon éditeur depuis des années, Fayard, disant non, je n'aime pas la thèse. Alors la thèse, c'était que la jeunesse d'aujourd'hui, une certaine jeunesse d'aujourd'hui, qui menace les profs, qui menace les filles, qui menace les homosexuels, est une jeunesse qui ressemble en grande partie à la jeunesse pré-nazie.
Alors je ne me lançais pas sans biscuit, j'avais bénéficié pour se le faire d'une thèse écrite par une octogénaire, qui est morte peu après d'ailleurs, qui s'appelait Georgette Mouton, et cette Madame Mouton a obtenu sa thèse avec une mention très honorable, ou bien même, en disant que les mouvements Van der Vogel, tous ces mouvements pré-nazis, qui étaient plus ou moins issus du scoutisme allemand d'après-guerre, avaient des réflexes psychologiques très comparables à ce qu'on observait dans les classes des ZEP les plus défavorisées, comme on dit, aujourd'hui. Cette thèse était absolument indéfendable pour le système, et je n'avais pas le droit de le dire, alors que l'université le disait. Voilà. J'ai eu Laurent Fabius comme professeur à une époque où il ne savait même pas qu'il était socialiste. Donc nous non plus. Il était jeune auditeur au Conseil d'État, il était cravaté, costume 3 pièces, tout aussi suffisant qu'aujourd'hui, avec à peine plus de cheveux, mais le même culot. Et donc, nous étions 8, c'était donc même pas une petite salle de classe, c'est ce qu'on appelle à Sciences Po une conférence. 8 pendant une année, on a le temps de se faire une idée d'un personnage. Et nous nous battions, lui et moi, relativement souvent, mes condisciples peuvent en témoigner, sur des points de langage, parce qu'il se flattait de pratiquer le beau français, mais il se trompait une fois sur deux, parce qu'il était un peu analphabète, et donc je lui faisais remarquer que ses critiques sur mes copies étaient systématiquement à côté de la plaque. Et je lui apportais le litret. Il me disait qu'on base, on n'a pas le temps. Voilà, c'était à peu près l'honnêteté intellectuelle du personnage. Alors, j'ai connu Jean Dernier qui se méfiait un peu de tous ceux qui pouvaient tirer la couverture à eux. Et donc, j'ai connu Jean Dernier de manière assez prudente. Mais enfin, il m'a invité une fois ou deux à déjeuner. J'étais censé écrire dans son journal, ça ne s'est pas fait, je le regrette pas maintenant. En revanche, je connaissais bien son équipe, Patrick Besson, etc. Donc, il y avait à côté un peu iconoclaste de tous ces gens-là, et il y avait des gens comme Gisbert qui jouaient le rôle de clapper. N'oublions pas que Gisbert a tout été. Gisbert a eu une émission de télévision pendant 15 ans pratiquement, sous diverses formes, sous diverses chaînes, Paris Première, etc. Il est passé partout, mais il était en même temps directeur de la rédaction du Figaro. Donc moi j'ai vu Gisbert subir le siège de Jean Hedern qui voulait écrire dans le Figaro. J'ai d'ailleurs moi-même fait le siège de Gisbert pour écrire dans le Figaro. Ce que je faisais, mais pour faire des articles de plus en plus prestigieux, ce qu'il refusait systématiquement. Gisbert était un véritable clapet de volet de sécurité. À chaque fois que quelqu'un menaçait de monter un peu trop vite et d'aller un peu trop loin, sans lui demander son avis, il refermait le clapet. Il n'ouvrait que le sien, en quelque sorte. Et donc, il fonctionnait un peu comme, vous savez, ces dames qui avaient un salon au 19e et qui décidaient de qui devait monter dans la faveur générale ou non. Et donc, il vous autorisait à avoir du succès ou non. C'est tellement vrai que dans mon cas, comme j'en ai eu plusieurs fois sans lui demander sa permission, il m'a reçu au moins 3-4 fois dans ses émissions. Il commençait une fois sur deux par « Alors, Cambaz, vous n'êtes pas très connu ?» Donc ça, on voyait bien l'espèce de façon de réguler en quelque sorte. C'est ce qu'on appelait ce qu'on appelle sur Internet un modérateur. Il modérait le talent d'autrui. Écoutez, ma thèse est simple et elle est issue d'une expérience personnelle. J'axe mon portrait de Macron sur une chose un peu inhabituelle qui est la gérontophilie au sens social, au sens sentimental. Je ne parle même pas du sens sexuel qui ne me préoccupe pas. Je dis simplement que c'est un type qui a visiblement eu un problème avec l'image de l'autorité. Il a voulu frayer, pour ne pas dire coucher, avec personne ayant autorité. Ce qui a été mon cas au même âge. Et c'est pourquoi j'en parle dans cet article, parce que j'ai l'impression d'être tombé du bon côté de la force et lui du mauvais. Ma préférence pour mes aînés était chargée d'une espèce de vénération qui était même à la limite de la servilité. C'est-à-dire que j'étais prêt à tout lire pour leur faire plaisir, à adopter toutes les idées qui me feraient admettre dans leur cercle, alors que Macron, d'après ce que j'ai vu, et d'après ce que nous voyons tous, aime beaucoup les institutions pour pouvoir les culbuter. C'est-à-dire
Il pénètre dans le sein des saints, mais c'est pour pouvoir tout changer. Et pour pouvoir réformer, comme il dit. En vérité, c'est une véritable perversion. Ça consiste à, comme je le dis dans l'article, il y a deux façons de coucher avec les élites, où on couche avec vénération, où on les culbute. Et Macron culbute l'ordre ancien, il culbute les gens dont il a gagné l'amitié, et là, en l'occurrence, il a gagné l'amitié du système. Et il cherche à culbuter le système. C'est une perversion, il n'y a aucun doute. Il jouit de renverser les valeurs après avoir faim de les pratiquer. Il y a des faits que l'on connaît, on sait bien, on nous les a décrits, ces faits, assez souvent. Il a donc vécu une enfance très marquée par la rivalité avec le père, hein, c'est pas un mystère, il l'a dit, il pensait au pouvoir dès le plus jeune âge, pourquoi ? Pour pouvoir coiffer son père, ce qui est assez fréquent chez les jeunes mâles, on veut pouvoir faire pièce à l'autorité du père. La seule chose, c'est qu'il a choisi pour le faire des moyens un peu inhabituels. Il a séduit quand même un peu le double de sa mère. Donc il y a déjà un aspect psychanalytique assez fort. Je suis pas spécialiste, mais il faut pas être un grand spécialiste pour voir qu'il y a un léger problème. Le triangle lutte avec le père, séduction du doux de la mère et goût du pouvoir, et comme le fait observer ce fameux psychiatre italien qui en a parlé. Detto ciò, superato il limite prescrittivo del tabù, cosa è accaduto? È accaduto che quell'idea di onnipotenza che ogni bambino ha è stata ulteriormente incentivata fino a determinare un vero e proprio scavalcamento della realtà e una difficoltà a un esame concreto di realtà. Quindi, superato il limite, si instaura, diciamo così, nel Macron una idea di onnipotenza che, anche dato le sue notevoli capacità sia intellettuali che culturali, lo porta a un altro estremo limite, in sé patologicamente normale, sembra un paradosso, ma patologicamente normale, cioè il narcisismo. Son problème, c'est pas ça, parce que ça c'est relativement fréquent encore. Il n'a pas rencontré d'obstacles. C'est ça le vrai problème, c'est que il pense que tout lui est permis parce que il a soumis tout le monde. Il a culbuté, là je reprends ce mot, il a culbuté l'ordre ancien, il a culbuté les bonnes mœurs, en tout cas de sa ville d'origine, puisque c'est une chose qu'on ne fait pas sauf dans les romans de Stendhal, il l'a lui-même dit, il se flatte en quelque sorte d'avoir été un héros stendhalien. Ce que je dis dans l'article, c'est que c'est moins noble qu'un héros stendhalien. Je pense qu'il est un peu comme François-Marie Bagné, il y a un côté maladif. C'est pas un héros bonapartien, c'est un héros maladif à la François-Marie Bagné. Il a besoin de séduire l'argent, le pouvoir, la nation éventuellement, mais pas pour des raisons mystiques, pour des raisons de banale conquête de territoire. Et on voit bien le cas de François-Marie Bagné qui, autour du même âge, vers 40 ans, est devenu fou avec l'argent. C'est même, je ne raconte pas des bêtises, c'est connu, c'est au procès. Il a quand même obtenu, pas tout à fait pareil, des quantités d'argent considérables, bien supérieures à ce qu'un type normalement constitué peut convoiter. Là, on était dans le délire. Eh bien, au fond, le rapport de François-Marie Bagné, de Emmanuel Macron avec le pouvoir est un peu de la même nature. Il a, avec le pouvoir, des relations qui relèvent du délire. On le voit bien, cette façon de nommer tout et tout le monde, y compris au CSA et partout. Je veux dire, le moindre organisme, désormais, va porter sa marque. Donc là, on a un problème délicat, qui va être surtout délicat à régler, parce qu'évidemment, tout développement d'un pouvoir aussi radical a forcément sa contrepartie. Il faudra bien un jour revenir en arrière. Mais il s'arrange là pour que ce soit le plus difficile possible, en nommant partout des gens qui vont être difficiles à éradiquer en quelque sorte. Donc là je vois un vrai danger, il y a un danger, il n'y a aucun doute. Il se mêle aussi de la vie des idées. Je me permets de vous rappeler qu'il a fait le siège de manière opiniâtre de Michel Onfray. C'est pas pour rien. Il avait compris que Michel Onfray était relativement influent, mais il n'avait pas compris qu'il n'était pas influençable. Et donc maintenant il s'en est fait un ennemi, et un ennemi de plus en plus radical d'ailleurs, c'est assez amusant. Michel Onfray a donc raconté à tout le monde qu'il avait fait l'objet d'une tentative de séduction assez inhabituelle de la part du candidat Macron. Et ça,
ça signe une nature de pouvoir tout à fait extravagante par rapport à ce qui a précédé. On a eu Sarkozy qui a invité Houellebecq à l'Élysée, mais là c'était plus naïf, c'était plus puéril de la part de Sarkozy, parce que Sarkozy, quand même une espèce de publicitaire, qui a invité Houellebecq à l'Élysée pour comprendre pourquoi il avait tant de succès. C'était ça son idée, c'était en fait on va démonter le jouet, pourquoi le public a ce type en faveur à ce point-là. Et donc c'est pas noble, mais c'est compréhensible. Dans le cas de Macron, c'est beaucoup moins compréhensible, ça relève beaucoup plus du délire au sens psychiatrique quand même. Pour résumer et pour faire un peu de prospective, puisque c'est souvent ce qu'on attend, pas forcément des essayistes. Les essayistes doivent pas être prospecteurs, ils doivent être analystes. Moi, je suis pas un essayiste, je suis plutôt un renifleur, un romancier. C'est un peu un psychologue, c'est un peu un devin. Il l'avait bien dit. J'aime bien être dans ce rôle-là. Et ce que je dis depuis longtemps et de plus en plus, c'est que la France ne peut se redresser, enfin se raidir qu'à la faveur d'un événement brutal. D'abord, la France nous a appris qu'elle ne se réforme, elle ne redevient calme et paisible pendant une quarantaine d'années que sur 5 jours d'émeutes à Paris. Alors ces 5 jours d'émeutes sont parfois dus à la colère, mais je pense que notre époque, hélas, est très particulière en ce qu'elle mélange la peur et la colère. L'élément peur est un élément très nouveau. Ces attentats vont se mélanger à la colère. Alors dans quel ordre, je ne sais pas. Est-ce que c'est la colère qui va mener à la peur ? Ce serait le cas donc d'émeutes qui dégénèrent. Ou est-ce que, et je le pense plus, ce serait la peur après un attentat important ou quelque chose de vraiment brutal. Cette peur peut mener à la colère. Et je pencherais plutôt pour cette solution-là, c'est-à-dire, enfin, cette éventualité-là, c'est-à-dire que les gens, en fait, s'attendent évidemment à avoir peur gravement un jour ou l'autre, tout le monde pressent quelque chose de ce genre, mais le jour où ça va se produire, la colère sera très grande à l'égard des gouvernants qui ne l'ont pas assez prévu. On sentait déjà cette tendance du temps de Hollande, mais on pouvait pratiquement pas lui en vouloir tellement il était stupide. On pouvait pas attendre de François Hollande qu'il soit un visionnaire. Tandis que dans le cas de l'équipe Macron qui se donne pour visionnaire depuis le début, s'il se passe quelque chose de vraiment désordonné après un attentat, on va leur en vouloir terriblement d'avoir laissé les choses pourrir à ce point-là, de n'avoir pas réagi comme il le fallait, et surtout on va leur dire « vous n'êtes pas des médecins qualifiés car vous nous avez rendus malades ». Car n'oublions pas que Macron a quand même été pendant 2 ou 3 ans associé à la débâcle de l'économie française, à la vente d'Alstom, etc. Alors penser qu'il puisse devenir le médecin d'un mal qu'il a lui-même créé, c'est absurde. Absurde. Et ça, le peuple finira par s'en rendre compte, mais il ne se rendra compte que s'il a peur.